J'étais français par nature. L'éducation, mon destin théoriquement était la France. Je ne voyais pas d'autres pays. Mon père est venu en France avec cette idée, liberté, égalité, fraternité. Je ne voyais pas autre chose. À l'heure actuelle, je continue pour moi d'être présent au drapeau. J'ai fait l'expérience d'Israël et j'en suis revenu parce que je ne me sentais pas vraiment chez moi. Lorsque l'on se retourne sur la période de la Seconde Guerre mondiale, nous avons trop souvent l'image du juif se laissant passivement amener à l'abattoir. Or, le combat de femmes et d'hommes juifs dans la résistance en France contre l'occupant, regroupés dans des organisations juives de combat, fut réel et non négligeable. Cette résistance fut longtemps occultée et oubliée des livres d'histoire. Malgré des obstacles importants comme le manque d'armes et d'entraînement, l'organisation d'opérations en zone hostile, la réticence à laisser derrière eux les membres de leur famille et l'omniprésence de la terreur nazie, de nombreux juifs dans toute l'Europe sous occupation allemande tentèrent d'opposer aux Allemands une résistance armée. Mais l'essentiel de la résistance juive contre les nazis travaillait surtout à des opérations de secours, aider les gens à se cacher ou à s'enfuir et tenter d'apporter une assistance psychologique pour résister aux persécutions. Robert Wieliuński s'est engagé très jeune dans le combat contre l'occupant nazi. Il revient pour nous sur son parcours d'homme et de résistant au sein d'une organisation de résistance à Toulouse. Voilà, je suis né à Paris en 1924. J'ai vécu dans le 11e arrondissement. Et dans ce 11e arrondissement, il y avait déjà des bruits d'antisémitisme et tout ça. Mais en 1937, mon père a quitté son métier. Il y a eu la crise. Il a été un petit peu touché par cette crise. Quel métier faisait-il ? Il était chapelier à son compte. La crise est arrivée, il a tout perdu et il a trouvé un patron qui l'a engagé à Toulouse en 1937. Ça fait que nous sommes venus en 1937, toute la famille, à Toulouse et nous avons habité Place des Carmes. Vous aviez quel âge à peu près à l'époque lorsque vous êtes arrivé sur Toulouse ? En 37-24, je devais avoir 13 ans, je pense, oui. Et là, j'ai été agréablement surpris par la population toulousaine qui, elle, n'était pas du tout intolérante vis-à-vis des religions, J'ai été surpris et moi, je ne savais même pas que, pour moi, juif, c'était un accident de l'histoire. J'étais né juif, comme j'aurais pu naître hindou. Ça veut dire que vous étiez juif, mais est-ce que la religion juive, par exemple, vous la pratiquiez au sein de votre famille ? Absolument pas. Mon père était un ancien. Il est venu de Pologne en 1913. Il s'est engagé et il s'est marié en 1919. Ma sœur est née en 1920, moi en 24, et mon frère, qui est avocat à Paris, est né en 27. Le problème pour moi, c'était de comprendre une chose, c'est que nous étions à ce moment-là sous la propagande allemande. La propagande allemande qui automatiquement accusait les juifs de tous les maux. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais juif et en plus un être malfaisant. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. J'ai commencé à chercher en 1938 et en 1939 une organisation qui préparait au service militaire. Et j'ai appris à tirer rue Sainte-Lucie. Il y avait un organisme privé, paramilitaire. Et c'est là que j'ai appris à me servir d'une carte d'état-major et tout ça. Donc à ce moment-là, 1939, j'avais donc 15 ans.
40 est arrivé, j'ai voulu rentrer dans l'armée de l'air, parce que l'aviation était à la mode à ce moment-là. J'ai fait un essai sur un ligne trainer. À ce moment-là, le monsieur qui m'a reçu m'a dit « Non, vous devriez rentrer dans les sous-marins parce que vous venez d'atterrir à moins 300 mètres. » Et comme j'étais pas bon pour le service, c'est resté une anecdote pour moi. Puis 40 est arrivé, et là, avec le maréchal Pétain, j'ai appris que je n'avais plus le droit de poursuivre mes études, alors que je préparais l'école d'ingénieur, l'Institut électrotechnique de Toulouse. Pas le droit de me présenter, et chassé, évidemment. Donc, à ce moment-là, j'étais devenu apatride, puisque mon père avait été déchu de la nationalité française à partir de 1927, on avait radié tout ça. Moi, faisant partie de ce même décret, je me trouvais apatride et donc automatiquement indésirable. Lorsque votre père est descendu sur Toulouse, est-ce qu'il a conservé son métier de chapelier? Et quel était votre quotidien à ce moment-là dans la ville de Toulouse? Vous avez précisé que Toulouse était apparemment assez accueillante. C'était quoi la vie à ce moment-là à Toulouse? Et qu'est-ce qui a changé à partir du moment où le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir? Ce qui a changé, mon père était contremaître dans cette entreprise, un monsieur qui s'appelait Perelman, dont le fils est encore, je crois, il est huissier dans la région. Et il a continué de travailler jusqu'en 1942. Il a essayé de cacher, etc. Mais comme Toulouse était accueillante, nous n'avons pas été poursuivis. Ce n'est qu'en 1942 que nous avons commencé à sentir cette vague d'arrestation. Alors là, ça a été pour moi obligatoirement le maquis. J'ai donc contacté la Résistance, qui m'a pris avec plaisir. Distribution de tracts, distribution dans les boîtes aux lettres. Je me suis même permis de participer aux distributions dans les cinémas. Je me souviens du Gaumont, où nous avons été avec une fille jouer les amoureux, et depuis le balcon du dernier étage, le poulain, nous avons laissé tomber les tracts et nous sommes sortis en amoureux du Gaumont à ce moment-là. Nous n'avons pas. La petite a été arrêtée quelque temps après pour autre chose, et je pense qu'elle a été déportée ou arrêtée. Je n'ai plus de nouvelles. J'ai eu beaucoup de chance dans toutes les opérations que j'ai faites, une en particulier à Villemur, où on ne m'a pas cru, pour la raison bien simple que j'étais blond et que j'avais les yeux bleus. Je suis allé prévenir des gens qui devaient être déportés. Ils m'ont pris pour un... Et effectivement, je pense qu'ils n'ont pas réagi comme il aurait fallu. Et pour me réfugier, je me suis réfugié à l'église en attendant l'autobus de Villemur. J'ai eu beaucoup de chance, disons. Et le mot baraka m'est souvent revenu en mémoire. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Ensuite, le maquis, ça a été le premier maquis l'Espinassière, petit entre juifs. Voilà, puis de là, le mois de juin, le débarquement est arrivé. Nous avons rejoint le corps franc de la Montagne Noire, qui était bien équipé, avec des militaires comme officiers, des Anglais en rapport avec Londres. Et là, autre petite anecdote, on a embêté les Allemands sur les routes, et eux nous ont embêtés le 20 juillet, en nous envoyant l'aviation, etc. Et marche de nuit au bord d'un ravin, les camarades qui étaient devant moi, puisque nous étions en colonne, le premier qui tombait, moi, je tombais sur lui et les copains tombaient sur moi. Alors, anecdote, c'était de ramasser un verre luisant, de le mettre sur son sac à dos devant moi. Et à chaque fois que je voyais le verre descendre, j'arrêtais la colonne. Des choses qui m'ont marqué. Voilà, c'était une drôle de guerre, disons. Et le tout, c'était d'être très, très, très vigilant. Prendre le tram en marche, descendre du tram en marche, faire attention, savoir si nous étions suivis, pas suivis. C'était une chasse permanente pour éviter, et je répète ce que j'ai dit,
être blond et aux yeux bleus m'a sauvé à plusieurs reprises de pas mal de barrages. Et ça a été une chance vraiment pour laquelle il doit y avoir une fée, une bonne étoile pour moi. J'ai eu des camarades qui ont été déculottés dans la rue et embarqués que je n'ai plus jamais revus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le type... J'étais un bonarien. Voilà, c'est tout. Ça m'a toujours fait rire d'être un bonarien. Ça m'a sauvé la vie. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Est-ce que votre résistance était plus portée vers des actions de guérilla militaire ou est-ce qu'elle était portée au secours et des Juifs ? J'ai toujours refusé de porter une arme et j'ai toujours refusé de tuer pour rien. Pourquoi ? Je respecte trop la vie. Et la vie, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Lorsque j'ai été obligé de prendre une arme, c'est quand j'ai été arrêté en janvier 1944. Et c'était un vendredi par un jeune agent de la circulation à qui je ne plaisais pas certainement. Il m'a emmené rue du Rempart Saint-Étienne le vendredi soir. Samedi, il ne travaillait pas. Dimanche, on ne travaillait pas. Le lundi, je me suis trouvé au camp de Noé, derrière les barbelés. En février, les copains sont venus me chercher avec des faux papiers et je me suis retrouvé un petit village à côté de Saint-Lys qui a été attaqué par les Allemands quelque temps après. Bon Repos, le village de Bon Repos. J'ai été là en février 1944. En avril, j'ai passé mon anniversaire de 20 ans dans ce petit village où j'étais de garde. En mai est arrivé un monsieur, et là c'était un maquis qui n'était pas juif, est arrivé un monsieur qui m'a fait comprendre qu'on n'aimait pas les juifs et qu'il valait mieux que je parte. J'ai donc quitté ce maquis. Lorsque j'ai été chassé de Bon Repos-sur-Aussonnel, ce petit village par ceux antisémites malheureux, le village a été attaqué par les Allemands, la division d'Azreich est passée par là, elle revenait de Léguevin, je pense. Et ils ont massacré une douzaine de personnes dans le village. Le village, je suppose que le maquis a été dénoncé, parce que les gens qui étaient dans ce maquis n'étaient pas tous bien militaires. Ils vivaient un petit peu... il y avait beaucoup de STO. Et ces STO ne prenaient pas les précautions parce qu'ils n'avaient pas vécu cette période que moi j'avais vécue de chasse à l'homme. Action militaire, j'ai toujours refusé de tuer, sauf lorsque j'ai été à Bon Repos-sur-Aussonnel, où nous avons été attaqués par 3 gars de la Gestapo. Et là, on m'a confié une mitraillette et j'ai tiré. Je ne sais pas si je l'ai tué. Mais enfin bref, toujours est-il que j'ai appris à tirer, surtout lorsque j'étais au corps franc de la Montagne Noire. C'est là où on m'a donné une Sten, et qui m'a pas... Pour les avions, ça n'a pas servi à grand-chose, mais j'ai été nommé brigadier ce jour, le 20 juillet 1944, parce que mon officier avait été blessé et que j'avais été chargé. On m'a dû reconnaître mes qualités de mauvais soldat, parce que j'ai dû faire peur aux Allemands. Ils n'ont pas attaqué du côté où j'étais. Et les copains qui se sont battus, certains ont évidemment payé très cher. Les petites actions qu'on faisait, c'était surtout... Autre anecdote, on arrête un camion allemand croyant trouver du ravitaillement, c'était un camion de tabac. J'ai appris à fumer, j'avais 20 ans. L'ennemi a cru qu'il avait abattu la France. Or, le 31 octobre à 4 heures du soir, toute la France sera debout. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un enfant, ni chez nous, ni chez nos amis, ni chez nos ennemis, qui ne comprennent l'immense importance de ce formidable garde à vous
car la guerre est affaire de morale. C'est uniquement l'espoir de vaincre qui soutient l'effort des peuples. La manifestation française la tête haute face à Je me suis retrouvé donc revenu à Toulouse. J'ai là de nouveau repris contact aux rues de la Pomme. Là, il y a eu cet accrochage avec la milice. Je suis arrivé le 1er août, c'est-à-dire quelques jours après, et un camarade était là. Il m'a dit, ne va pas là-bas, il y a une souricière. Quand vous dites souricière, c'est-à-dire c'est quoi une souricière? La Gestapo attendait ceux qui avaient été justement en contact avec la rue de la Pomme, et là où j'avais prêté serment à la Haganah à l'époque. Il y avait donc Sarah, il y avait celui qui était notre officier après, c'était Raoul, que j'ai rejoint ensuite à la Libération à Toulouse, et qui m'avait affecté avec des papiers comme chauffeur de nuit de jour, port d'armes motorisées et compagnie. Enfin bref, voilà, ce qui m'a permis ensuite de reprendre contact avec Paris, là pour penser justement à créer quelque chose en Israël pour ceux qui allaient revenir des camps et qui avaient tout perdu. Au sein de votre famille, vous étiez le seul à être rentré en résistance. J'ai caché mes parents à côté de Caraman, dans un petit village qui s'appelait Aurillac-sur-Vendinelle. Mon père, ma mère et mon frère, l'avocat. Et ma sœur, elle est rentrée dans la résistance avec celui qui est devenu son mari et qui a participé à la libération de Digne, en Provence. Donc là, je les ai cachés là. Ma mère, un jour, a voulu revenir à Toulouse. Elle s'est fait prendre. Arrêtée, elle s'est retrouvée à Ravensbrück. Mais ils l'ont battue pour me retrouver. Ils me cherchaient. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas dénoncé l'endroit où étaient cachés son mari et son fils. Et elle a eu la chance de travailler en Allemagne dans une usine de vêtements militaires où elle était en train de repasser les vêtements. Elle a passé l'hiver au chaud avec un fer à repasser. Voilà, petite anecdote. J'aime bien les petites anecdotes comme ça. C'est ce qui m'a marqué le plus parce que, en principe, j'ai le moral. Ensuite, nous avons fait retraite. Un de mes camarades d'école, qui a son nom sur le monument aux morts de Cugnot, Henri Lavigne, me dit « Viens avec nous, on va se replier ensemble ». Et un de ses camarades a dit « Non, pas de juifs avec nous, ils portent la poisse ». 8 jours après, ils étaient pris par une patrouille et transformés en passoire. Voilà. Alors, vous voyez la chance. Ma fille me réclame de raconter tout ça dans un bouquin. Le tout, c'est de prendre le papier et le stylo. Vous lui avez raconté quand même tout ça? Oui, elle est au courant. À chaque fois qu'elle vient, elle va venir là, elle me demande à chaque fois si j'ai commencé. Il y a toujours une page commencée. J'ai la maladie de l'écrivain à la page blanche. C'est dur de... Et puis après... Enfin, je garde un moral d'acier. Ma femme, que vous avez vue, vient d'Auschwitz. Elle a été, libérée. Et c'est un peu une mission que je me suis donnée. Je ne sais pas si ça s'appelle de la compassion, je ne sais pas si... Mais je me suis juré de lui faire oublier ce qu'elle a enduré et de l'amener le plus loin possible dans cette vie qu'elle ne connaissait pas. Elle a été arrêtée à 12 ans, libérée à 18 ans, 2 ans de Sanaa, et j'ai considéré que mon rôle à moi, c'était de la remettre sur pied. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés?
tout à fait par hasard. Son père vendait des poulets. Son beau-père vendait des poulets. Et c'est pour les fêtes, on mange du poulet. Pour Kippour, il est venu chez mes parents. Mes parents ont été invités chez lui. Je l'ai vu. Elle m'a raconté sa petite histoire. Je parlais de compassion. Je parlais peut-être, je ne sais pas. L'amour, c'était peut-être un grand mot, puisque nous ne parlions pas la même langue. Elle ne parlait pas français, moi je ne parlais pas polonais. Et ça fait 56 ans que ça dure. Vous avez vu? C'est tout, sans commentaire. Elle me surveille, c'est mon ange gardien. Je ne serai pas là sans elle. Lorsque les Alliés pénètrent dans ces villes et ces villages, dont nul ne devait plus jamais oublier les noms, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, Dachau, ce qu'ils découvrent, personne n'avait pu même l'imaginer. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. C'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup à Robert Weliunski. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette interview.